En plein 589, dans les recoins secrets du Louvre, un homme, Henri III, roi de France, contemplait son reflet, exhalant un contentement secret qu'il ne pouvait révéler publiquement. De ses mains délicates et soignées, il lissait les plis d'une robe de soie ornée de fils d'or. Un décolleté révélait une poitrine poudrée, saupoudrée de la plus fine poudre de riz française. Des rangs de perles ornaient son cou, de délicates boucles d'oreilles ornaient ses oreilles, et une opulente perruque blonde ornait sa tête. Une touche de rouge accentuait ses joues. En ce bref et précieux instant, le roi Henri III se transforma en une femme mystérieuse, élégante et captivante, l'incarnation clandestine de ses désirs les plus profonds et les plus interdits. Telle était la vérité cachée de l'un des souverains les plus influents d'Europe. Pendant des années, le roi de France conserva une identité féminine et privée, connue seulement de quelques privilégiés. Dans un royaume ravagé par les conflits religieux et les tromperies politiques, Henri ne trouva la tranquillité qu'en abandonnant ses atours royaux pour des vêtements qui lui ressemblaient vraiment. Cependant, comment le dernier monarque de la dynastie des Valois, Henri III, devint-il la figure la plus énigmatique et controversée de la royauté française? Et pourquoi son image fut-elle si profondément ternie par ses adversaires que, même aujourd'hui, peu de gens comprennent la véritable histoire de ce souverain extraordinaire? Ce récit commence le 19 septembre 1151 au château de Fontainebleau. C'est là que naît Alexandre-Édouard de France, quatrième fils d'Henri II et de la reine Catherine de Médicis. Dès son plus jeune âge, le jeune prince, plus tard connu sous le nom d'Henri III, manifesta des préférences distinctes de celles de ses frères. Tandis que Charles manifesta très tôt une fascination pour la guerre et la tactique, François apprécia la chasse et les activités nobles. Alexandre-Édouard était attiré par d'autres centres d'intérêt. Il privilégiait la société sophistiquée des dames de la cour, captivées par leurs robes raffinées, leurs bijoux étincelants et leurs discussions érudites sur la poésie, la littérature et l'art. Catherine de Médicis, sa mère, astucieuse et politiquement avisée, reconnut rapidement ses qualités distinctives. Contrairement à la norme pour un prince du XVIe siècle, Alexandre ne manifestait aucun penchant pour les activités traditionnellement masculines. Il abhorrait la chasse, trouvait l'escrime grossière et grossière, et préférait converser sur des sonnets italiens ou observer les servantes décorer les salles du palais plutôt que de maîtriser l'escrime. Au début, Catherine s'efforça de modifier son comportement en lui fournissant des précepteurs plus stricts. Cependant, elle comprit bientôt qu'il était plus stratégique et pratique d'accepter la nature de son fils et de l'exploiter dans les luttes de pouvoir acharnées à la cour de France. Lorsqu'Alexandre eut 9 ans, un événement surprenant se produisit, provoquant un profond malaise au sein de la noblesse. Lors d'un événement religieux important, le jeune prince royal disparut pendant plusieurs heures, suscitant l'inquiétude générale à la cour. Après des recherches approfondies, il fut découvert caché dans les appartements privés d'une servante de sa mère, paré de ses plus beaux atours et se délectant à jouer le rôle d'une princesse prisonnière d'une tour enchantée. Interrogé par son père, le sévère roi Henri II, le garçon ne manifesta aucune gêne. « Je voulais connaître la sensation d'être aussi beau que les dames de la cour », dit-il avec candeur. Le roi fut stupéfait. Dans son royaume, la force et la masculinité n'étaient pas seulement souhaitées, elles étaient obligatoires. Furieux, il ordonna la discipline de son fils et engagea des tuteurs plus stricts pour contrer ce comportement peu orthodoxe. Cependant, la répression ne fit que dissimuler davantage les penchants du prince. Alexandre apprit très jeune à maintenir une image publique acceptable tout en dissimulant sa véritable nature. Sous couvert de stratégie, sa mère autorisa leur visite clandestine au domaine des femmes, sous réserve de son vœu de secret. Le prince se lança ainsi dans une exploration furtive, nourrissant sa féminité, voilée par la tutelle discrète de sa mère. Catherine, qui comprenait l'extraordinaire, reconnut la valeur stratégique et politique d'un enfant atypique. Son parcours d'apprentissage combina devoirs royaux et activités clandestines. Il excella dans des langues comme le latin, le français, l'espagnol et l'italien, tout en possédant une affinité extraordinaire pour les arts visuels et la danse. Prodige du spectacle et de la danse, il ne fut pas seulement formé par des soldats et des diplomates. Il apprit auprès de tailleurs, de parfumeurs et de maîtres de l'étiquette. Officiellement, ces leçons étaient le crucial pour comprendre la vie de cour de France. Cependant, elles favorisèrent un royaume clandestin qu'il construisait en secret. À 12 ans, la vie d'Alexandre-Édouard prit un tournant sans précédent en 1563 lorsque son père, le roi Henri II, trouva la mort brutale lors d'un tournoi de joute. Un éclat de lance transperça son casque, lui infligeant des blessures mortelles. Après des jours d'agonie, le roi succomba, transmettant le trône à son frère aîné, François II. François, cependant, ne régna qu'1 an, avant de périr dans des conditions mystérieuses qui alimentèrent les rumeurs d'empoisonnement. Son frère cadet, Charles IX, alors mineur, devint monarque suivant.
Catherine de Médicis prit le pouvoir en tant que régente, gouvernant la nation divisée avec une détermination inébranlable. François, régnant sous l'autorité de sa mère, Alexandre, désormais duc d'Anjou, observa et apprit. Il ne se concentrait pas seulement sur les questions diplomatiques et stratégiques, mais reconnaissait également le rôle crucial de l'image publique et des représentations théâtrales. Durant cette période, Alexandre s'immergea profondément dans ce que nous appellerions aujourd'hui le travestissement ou la transformation. Avec l'aide de quelques fidèles serviteurs dans l'enceinte protégée du palais royal, il perfectionna son personnage féminin clandestin. Ce n'était pas un simple jeu, c'était un art, chaque détail comptait, du maquillage habilement appliqué et de la coiffure méticuleuse, à la grâce des postures, à la délicatesse des gestes et à la mélodie de la voix adoucie par l'intonation. Des siècles plus tard, un journal oublié, exhumé des archives du Louvre, offrirait des aperçus fascinants de ces moments intimes. Aujourd'hui, j'ai été Henri Keita pendant 2 heures entières, écrivit-il à 16 ans, évoquant affectueusement son personnage féminin. Madame de Montpensier m'a aperçu dans le couloir et ne m'a pas reconnu. Elle a dit que j'étais l'une des dames les plus élégantes qu'elle ait jamais vues. La sensation que j'ai ressentie était indescriptible. Ces rassemblements clandestins constituaient un refuge psychologique crucial pour le jeune prince, lui permettant d'échapper aux exigences oppressives de son personnage royal. En 1569, à seulement 18 ans, Alexandre-Édouard, malgré ses préférences inhabituelles, fut nommé commandant suprême de l'armée royale par son frère, le roi Charles IX. Ce fut une épreuve décisive. Un prince connu pour sa sensibilité et son goût pour la poésie pouvait-il commander des soldats coriaces à un conflit brutal ? La réponse fut rapide et spectaculaire. Sur les champs de bataille sanglants de Jarnac et de Montcontour, Alexandre stupéfia tout le monde. Ses stratégies étaient audacieuses, efficaces et triomphales. Il mit en déroute les troupes protestantes grâce à un mélange de tactiques innovantes et de leadership captivant. Ironiquement, les qualités mêmes que l'on raillait, son intuition, sa prudence et son acuité émotionnelle se révélèrent être ses armes les plus puissantes à la guerre. Ses traits féminins lui donnèrent la capacité de deviner ses adversaires et de diriger avec une tranquillité peu commune au milieu des tirs. Cependant, même lors des batailles sanglantes, Alexandre restait fidèle à ses rituels personnels. Après chaque victoire militaire, ses officiers les plus proches observaient une habitude inhabituelle. Le commandant s'isolait dans sa tente privée pendant des heures. À sa réapparition, il exhalait un parfum floral frais et une attitude étonnamment paisible, apparemment déplacée sur le champ de bataille. Ses soldats apprirent bientôt à accepter cela sans broncher. En 1573, une chance inattendue se présenta. Grâce à une campagne sophistiquée et savamment orchestrée menée par sa mère Catherine de Médicis, Alexandre fut élu roi de Pologne et grand-duc de Lituanie. Ce fut un triomphe diplomatique. Grâce à des cadeaux somptueux et à des alliances matrimoniales soigneusement planifiées, la machine des Médicis obtint les voix nécessaires de la noblesse polonaise. Pour Alexandre, cette nouvelle couronne représentait plus qu'une promotion. Elle lui offrait une échappatoire. Pour la première fois, il put gouverner loin du regard scrutateur de la cour de France, car le roi de Pologne, Alexandre, désormais reconnu comme Henri de Pologne, redéfinit rapidement sa cour de Cracovie. Celle-ci se transforma en un spectacle époustouflant d'opulence et d'originalité, sans précédent dans l'histoire polonaise. Il était accompagné d'un groupe d'élite de jeunes Français remarquablement beaux et sophistiqués, que la noblesse polonaise surnommait avec dérision les mignons. Ces hommes servaient non seulement de compagnons, mais aussi de conseillers personnels, de confidents et bien plus encore. À l'abri des regards du public dans l'enceinte du palais, ces mignons participaient à des cérémonies privées minutieusement orchestrées avec Henri. Lors de ces rassemblements clandestins, le roi et ses élus endossaient le rôle de femmes de la haute noblesse européenne, transcendant le simple travestisme pour en faire une expression artistique théâtrale et fantastique. Ils arboraient des robes raffinées, se coiffaient mutuellement, se maquillaient avec habileté et présentaient même des danses et des spectacles provocateurs. Un récit confidentiel, rédigé par l'ambassadeur de Venise à Cracovie, décrit l'un de ces événements avec un mélange d'intrigue et de désarroi. Le roi et ses proches se réunissaient fréquemment dans des appartements isolés pour des activités que je m'abstiens de détailler en raison du scandale. J'ai parfois vu le monarque émerger, vêtu comme une femme incroyablement convaincante, arborant une poitrine artificiellement sculptée qui aurait trompé n'importe quel homme. Ses compagnons, tout aussi transformés, le suivaient avec une grâce élégante, reflétant la noblesse d'une cour royale de rêve. La scène était à la fois captivante et profondément troublante. Cependant, cette illusion ne pouvait perdurer. En mai 1574, le désastre frappa. Le frère d'Henri, le roi Charles IX de France, mourut subitement, sans laisser d'héritier mâle. De droit, Henri était le prochain sur le trône de France.
Le temps était venu de revenir. La sortie d'Henri de Pologne fut rapide mais stratégique. Son retour en France fut orchestré comme une démonstration majestueuse de charme et de spectacle. À Venise, il passa 3 jours consécutifs à acquérir des soieries rares, des bijoux exquis et les plus beaux parfums d'Europe. Officiellement, il s'agissait de cadeaux pour sa future reine, mais des documents secrets dévoilés plus tard prouvèrent le contraire. La plupart de ces acquisitions coûteuses lui étaient destinées à Enriqueta. La même année, Henri fut couronné roi de France Henri III en la cathédrale de Reims. La cérémonie, solennelle et magnifique, signifiait pourtant la fin de sa liberté personnelle. À son retour en France, le paysage politique était nettement plus hostile et chacun de ses faits et gestes était surveillé de près. Néanmoins, en tant que roi, Henri jura de gouverner selon ses volontés. Il transforma le Louvre en un haut lieu de culture, de mode et de sophistication sans égale. Les arts prospérèrent, mais les ragots aussi. Les rumeurs sur sa vie privée s'intensifièrent. À Paris, ragots, envie et suspicion régnaient autour de sa bien-aimée, désormais avec lui. Pendant ce temps, les métamorphoses féminines d'Henri, désormais élaborées et théâtrales, persistaient dans les appartements secrets du palais. Les spectateurs racontaient les longs préparatifs où Henri et ses compagnons s'entraidaient pour se maquiller, coiffer leurs perruques et revêtir des robes plus somptueuses que celles de n'importe quel noble. La supercherie était si convaincante que même le personnel du palais ne reconnaissait parfois pas le roi alors qu'il traversait gracieusement les couloirs à l'aube, vêtu comme une dame de la cour. En 1575, Henri épousa Louise de Lorraine-Vaudemont, une union politique apparente. Pourtant, une affection sincère et profonde s'épanouit entre eux. Louise était intelligente, discrète et étonnamment ouverte aux particularités de son mari. Loin d'être scandalisée, elle manifesta de la curiosité. Henri confectionna lui-même la robe de mariée de sa future épouse, émerveillant les tailleurs royaux par son talent pour la mode féminine. Le jour de leur mariage, il consacra des heures à coiffer la chevelure de Louise avec minutie, boucles et perles, un style qui allait influencer les tendances pendant des décennies. Plus tard, Louise transcenda son rôle de simple reine, devenant sa confidente et parfois sa complice. Des documents du XIXe siècle découverts révèlent que Louise prêtait non seulement des robes et des bijoux pour les déguisements d'Henri, mais qu'elle participait parfois elle-même, l'aidant au maquillage, au corset et au rôle. Ce lien inhabituel et privé était un secret pour tous, sauf pour leur entourage proche. Cependant, même le dévouement d'une épouse aimante ne put protéger Henri des troubles naissants. Ses adversaires, protestants zélotes et catholiques inflexibles, exploitèrent chaque rumeur. Des pamphlets scandaleux le présentaient comme efféminé, immoral et inapte au pouvoir, des termes comme sodomite et hérétique étant employés dans des caricatures grossières à travers Paris. L'insulte la plus préjudiciable était la remise en question de sa masculinité. À une époque où le pouvoir royal était lié à la force, au combat et à la virilité, la moindre trace de douceur ou de féminité pouvait être fatale. La personnalité flamboyante d'Henri, sa garde-robe extravagante, ses fréquentations androgynes, ainsi que ses absences nocturnes, furent utilisées comme armes dans une campagne de propagande brutale. La Ligue catholique, dirigée par l'influente famille des Guise, était son adversaire le plus redoutable. Avec le soutien militaire de l'Espagne, la Ligue fomenta une rébellion dans la capitale. Par une matinée chaotique de mai 1588, Paris s'embrasa, la journée des barricades venait de commencer. Sous la contrainte et au grand déshonneur, le roi Henri III abandonna sa ville. Il trouva refuge à Blois, un lieu qui le séparait de son mignon, de ses soieries, de ses parfums et, plus douloureusement, d'Henriqueta, la tranquillité qu'il avait toujours connue. Plongé dans le désespoir, le monarque perdit son apparence et il n'était plus la figure resplendissante qui captivait les cours de Cracovie à Venise. Cependant, Henri III refusa d'accepter la défaite. Dans un acte dramatique et violent à l'image de ses transformations personnelles, le 23 décembre 1528, il orchestra l'assassinat de son plus grand adversaire, Henri de Guise, chef de la Ligue catholique. Guise assista à ce qui semblait être une audience privée dans les appartements royaux de Blois, mais fut pris en embuscade et tué par la garde personnelle du roi. Le lendemain, le frère des Guise, un cardinal de haut rang, fut également exécuté. En 2 jours, 2 assassinats eurent lieu. Ce fut une démonstration de force alarmante. Cependant, au lieu d'apporter la stabilité, elle poussa la France vers le chaos. Ces meurtres firent paraître Henri encore plus vil aux yeux des catholiques fervents. Son isolement politique s'aggrava, ses adversaires se rassemblèrent et ses partisans s'amenuisèrent. Plus solitaire que jamais, Henri vécut ses derniers mois dans une descente tranquille mais désespérée.
Sans son entourage proche, privé de ses fastueuses cérémonies et accablé par la guerre imminente, il devint un reflet creux de lui-même. Le 1er août 1589, un jeune frère dominicain nommé Jacques Clément arriva au camp royal d'Henri à Saint-Cloud, prétendant être porteur d'informations cruciales pour le roi. Épuisé et peut-être en quête de soutien, Henri accorda une audience au moine. En privé, Clément révéla une dague cachée et la planta dans l'abdomen d'Henri. Henri succomba à l'agonie, sa blessure lui étant fatale. Alors qu'il rendait son dernier soupir dans la nuit, Henri III fit appel à Henri de Navarre, le futur monarque. Bien que protestant, ce dernier avait longtemps combattu aux côtés du roi contre l'oppression de la Ligue. Dans son dernier souffle, Henri III s'adressa à lui. « Mon frère, vois comme je péris pour avoir tardé à reconnaître les véritables serviteurs de Dieu. » À l'aube du 2 août 1589, le roi Henri III, dernier roi valois, mourut à l'âge de 37 ans, emportant avec lui un royaume enveloppé de mystères. Le récit conventionnel du règne d'Henri a souvent été présenté en termes de scandale, de dérision et de condamnation morale. Les mignons étaient dépeints comme des décadents frivoles, Henri lui-même était dépeint comme un souverain faible, vaniteux et pervers. Cependant, sous ces distorsions se cache une réalité bien plus complexe. Henri III était un homme tiraillé entre deux personnalités, l'une dictée par son droit de naissance, l'autre suggérée par son esprit. À une époque de rude autorité monarchique et de troubles religieux, il trouva du réconfort dans l'élégance féminine. À la fois guerrier et artiste, tyran et visionnaire, souverain et souverain, il régnait sur une France divisée, en proie à l'inimitié religieuse et au fanatisme politique, tout en aspirant à l'harmonie, à l'esthétique et au savoir. Poésie et stratégie avaient pour lui un charme égal. Le jour, il revêtait une armure. La nuit, des corsets. À une époque où s'écarter des conventions de genre pouvait renverser une dynastie, Henri IV opta à maintes reprises pour l'expression de sa personnalité, même s'il la dissimulait derrière des portes closes. De récentes recherches universitaires dans les archives du passé ont redéfini Henri. Ses journaux intimes, ses témoignages de première main et ses lettres codées suggèrent un homme dont la féminité n'était pas sa faiblesse mais son défi. En se transformant en Enriqueta, il ne fuyait pas son rôle. Il revenait à son esprit. Et ces mignonnes, elles n'étaient au pas de simples compagnes indulgentes, ils étaient ses alliés, ses reflets, ses proches. En union, ils bâtirent un royaume enchâssé dans un autre, un domaine enchanté, voilé d'illusions, mais offrant la libération. La reine Louise, loin d'être une simple spectatrice, contribua significativement à cette cour secrète. Sa compréhension silencieuse, son implication dans ces rituels clandestins et son dévouement indéfectible jusqu'au bout laissent entrevoir un amour transcendant la plupart des mariages royaux. Cependant, on pourrait affirmer que le plus grand chagrin d'Henri ne résidait pas dans son assassinat, mais plutôt dans le refus du monde de le reconnaître. Aux yeux du public, il était le dernier monarque d'une dynastie déclinante, un désastre politique, un souverain qui perdit sa capitale et tomba aux mains d'un clerc zélé. En secret, il était bien plus rare, une âme qui osait vivre une double réalité, qui chérissait l'esthétique, la sensualité et la douceur au sein d'un monde exigeant dureté et autorité. Son héritage fut étouffé par la calomnie et le déshonneur, son essence déformée par des siècles de moquerie. Mais aujourd'hui, le voile se lève peu à peu. L'histoire n'était peut-être pas préparée à Henri III, mais peut-être l'est-elle aujourd'hui.